climat ce matin. Alors on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça en 10-15 minutes. Et alors je m'excuse par avance parce que j'ai pas su comment vraiment orienter, donc ça va être... il y a tellement de choses à dire et chaque jour on en apprend des nouvelles. Donc s'il faudrait, même une fois j'ai fait un cours de 9 heures pour travailler sur les impacts du changement climatique en région, ça ne suffisait pas. Donc il y a énormément de choses. Par contre, le GREC Sud, c'est un projet qui est porté par une association, l'Association pour l'innovation et la recherche. Et on s'appuie sur un réseau de chercheurs qui travaillent sur les impacts du changement climatique. En fait, il y a des chercheurs, il y a des psychologues de l'environnement, il y a des hydrologues, il y a des écologues, il y a des juristes, il y a plein de gens. Donc ça concerne tous les domaines, le changement climatique. Et on centralise toutes les connaissances qu'il y a sur le territoire dans des cahiers. Donc là, on voit les cahiers, il y a un cahier sur le climat, un cahier sur la forêt, la ville, l'eau, la mer littorale, la montagne. Donc tout cela, ils sont disponibles en accès libre sur notre site internet. Tout ce que je dis pas aujourd'hui, c'est sur internet. Là, j'ai amené 3-4 cahiers, et la métropole nous avait demandé un cahier juste sur la métropole. Donc là, il y a quelques informations sur qui veulent les cahiers. Voilà. Alors, j'ai commencé par une petite diapo, on l'avait dit l'autre jour, où on voit ici la pollution atmosphérique, avec 48 000 morts en France par an, à peu près. Les déchets plastiques, les déchets d'une façon générale, ça pose un vrai problème. On dit qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. La biodiversité, on entend beaucoup parler aussi. Et un peu, même peut-être pas assez, parce que le climat a pris la place. Mais la biodiversité, ça fait un moment que ça dure. Et là, 1 million d'espèces végétales et animales pourraient disparaître de la Terre dans les prochaines années, d'ici même 2050. Donc, et ça, c'est, là, pour l'instant, j'ai toujours pas du tout parlé de climat. Ça n'a rien à voir tout ça avec le changement climatique. On est vraiment dans un contexte de crise environnementale multiple. Le changement climatique va venir faire pression sur ces systèmes. Ça veut dire que la biodiversité, pour l'instant, on a une érosion de la biodiversité parce qu'on a utilisé des pesticides, parce qu'il y a une artificialisation des sols et uniformisation des sols. C'est-à-dire que tout est pareil, mais en plein endroit. Donc là, ça fait une très très forte érosion de la biodiversité. Donc voilà. Donc il y a maintenant un facteur en plus aujourd'hui. Un facteur en plus. Il y a encore plein d'autres problèmes. C'est le réchauffement global. C'est-à-dire c'est une augmentation générale de la température sur la planète qui est liée à nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ben voilà, 2018, 2016, 2018. 2016 était la plus chaude. On parle bientôt de 1,5 degré. On risque de l'atteindre d'ici 25 ans. Même pas. 2019, je crois que c'est la deuxième année la plus chaude. Je ne l'ai pas remise dessus. Et en mai 2019, on a encore battu les records d'émissions de CO2. Et je pense qu'en 2020, on risque encore de battre des records d'émissions de CO2. Donc là, c'est le réchauffement global. Et c'est ce réchauffement global qui va avoir pour conséquence des bouleversements, des dérèglements, des changements climatiques. C'est-à-dire que réchauffement global, on va avoir des vagues de chaleur plus importantes, mais pas partout. Ça va modifier le régime des précipitations, et ça va aussi, et on le voit déjà, avoir des conséquences sur les mers et les océans. Donc après, je ne reviendrai pas, ça me concerne moins. Mais en tout cas, pour l'instant, de la chaleur qu'on émet en plus, elle est captée par les océans. Les océans captent la chaleur et captent aussi les émissions de carbone qu'on émet. C'est-à-dire que le CO2, on en met bien dans l'atmosphère, il y a à peu près un quart qui est capté par les océans. Ce CO2, en étant capté par les océans, il augmente l'acidité des océans. Donc ça aura bien sûr des conséquences et sur l'élévation du niveau de la mer, on le voit, donc avec l'érosion, mais aussi sur la biodiversité et donc sur les ressources halieutiques. C'est-à-dire que les ressources halieutiques, il y a deux facteurs, la surpêche et le changement climatique qui vient faire pression aussi. Je vais passer vite parce que là, je vais faire encore plus ça. Donc là, c'est sur la région. La région, encore, en 2018, c'était l'année la plus chaude pour la région. 2019 est juste derrière, je crois. Donc voilà, ça continue à monter. Et pour la région aussi, on voit la courbe. Maintenant, c'est régulier. Et d'ailleurs, il y a un chercheur de Paris qui travaille sur les scénarios climatiques qui disait qu'en France, on a seulement 4% de chance en 2020, cette année, d'avoir un été comme la normale ou plus frais que la normale. La normale, c'est la moyenne entre 1980 et 2010. Donc, on ne peut plus vraiment parler de normale. C'est-à-dire que chaque année risque d'être plus chaude que la précédente. Eh ben, cool. Avec pour conséquence, on avait vu là en 2003 et en 2019, et il n'y a pas que ça, presque chaque année maintenant on a des canicules, voire plusieurs épisodes de canicules par an.
2003, c'était une canicule exceptionnelle, qu'on pensait ne pas revoir même avant les années 2050. Il y a eu 70 000 morts en Europe, 15 000 morts en France. Et par contre, donc, elle était battue en 2019. Alors pas en durée, mais en intensité. Et bon, il y a eu beaucoup moins de morts, c'était plus courte, et que depuis 2003, il y a eu même des systèmes d'alerte qui ont été mis en place. Et donc voilà, 2019, encore une canicule très très forte. Avec des records battus un peu partout, 46 degrés. Tous les chercheurs avec qui je travaille ne pensaient pas voir ça un jour en France. Le record sur la planète, c'est 51 degrés, je crois, aujourd'hui. Oh putain. Donc, et il y a un truc, c'est qu'on parle souvent d'augmentation de la température. En fait, je pense que un des problèmes majeurs qu'on va avoir, c'est ces événements extrêmes. C'est-à-dire qu'il peut faire très chaud, ça fait mal, ça peut poser un problème. Mais ces vagues de chaleur, on peut très très vite arriver à un moment où on arrive dans des contextes, il prévoit des vagues de chaleur. Là, on est sur 10 jours. Oui, non, j'ai pas mis les graphiques. On peut avoir des vagues de chaleur en 2050 ou 2070 qui peuvent faire jusqu'à 3 mois. 3 mois avec des chaleurs, des pics de chaleur qui seront autour de 53-54 degrés. Donc, les écosystèmes ne résisteront pas et nous avons aussi du mal à résister. 2050. Et maintenant, en fait, voilà, et là encore un record de chaleur battu le 3 février 2020. C'est-à-dire qu'on ne bat pas des records de chaleur qu'en été, on en bat aussi en hiver. Alors ça pourrait être de la météorologie. Sauf que, on commence à les battre presque tous les jours en des records battus. Et donc l'ensemble de ces records qui s'accumulent, on sort presque de la météorologie pour arriver vraiment dans le climat. C'est-à-dire qu'on bat des records, on bat des records. Et là, parce que là, même Météo France, pour faire leur graphique, là, ils ont dû changer d'échelle. Ils le mettent sur un site, c'est un site de Météo France, ils ont dû changer d'échelle, parce que là, on était à plus de 13 degrés au-dessus de la normale, le 3 février. Donc c'est vraiment énorme. Et je vous disais, c'est le plus chaud que n'importe quel autre jour entre le 10 novembre et le 19 mars depuis 1947, sur une période de 100 jours. Donc c'est des valeurs comme ça, on en va très régulièrement. Le 3 février, on entend un peu, on n'entend pas parler, mais en fait, on en a de plus en plus. Si on revient avec de chaleur, juste pour montrer aussi que quand on est en ville ou en zone urbanisée, les vagues de chaleur sont beaucoup plus de conséquences dans les zones urbanisées. C'est les îlots de chaleur. C'est-à-dire qu'avec des systèmes anthropisés, artificialisés, qui emmagasinent la chaleur, alors que dans les campagnes environnantes, la végétation permet à la chaleur de s'évaporer. On a des en neutre, alors qu'en ville, dès qu'on est en ville, la chaleur est recrachée la nuit, et donc la nuit, on a des gros écarts de température. Et là, c'était la contrainte, qui est quand même très très grande, et on voit qu'à 5 heures du matin, il y a à peu près 5 degrés de différence entre le centre et la campagne environnante. Là, c'est un contexte qui est descendu en vélo, et on voit tout c'est bleu à l'écart en dehors de la ville, il fait froid, il fait frais, et à l'intérieur de la ville, il fait encore beaucoup très chaud. Donc là, on voit, c'est aussi l'intérêt quand on parle de végétalisation dans les villes. Là, on voit par exemple les mesures de température qui ont été prises. Au soleil, il fait 33 degrés, il fait 31 sous l'arbre. Bon, il n'y a pas une grosse différence. Par contre, sur les matériaux au sol, il y a beaucoup de différence. Le soleil, il fait 52,5. À côté, à l'ombre, il fait 31 degrés. On a plus de 20 degrés de différence au sol. Donc c'est assez énorme. Et là, les différences peuvent être beaucoup plus importantes. On est à l'après-midi, il fait 33 en été. Si on est dans une canicule, les différences sont phénoménales. Juste une petite diapo pour montrer qu'il n'y a pas que dans les centres les lotissements, aussi, en étant tout à fait artificialisé, on voit leur température fortement augmenter. Donc faire attention, même dans les cas des lotissements, même si la végétation n'est pas très loin, on voit là, 3 degrés sur un bitume un peu noir, et pareil, c'est pas une journée excessivement chaude, ça peut monter beaucoup plus. Rapidement, j'ai parlé des canicules. Là, il y a des pluies. Alors souvent, jusqu'à il y a très peu de temps, on disait que c'était extrême, mais c'est pas en lien avec le changement climatique, c'est de la météorologie. Parce qu'elle n'arrive pas à quelque chose. Elle est ponctuelle dans le temps et dans l'espace. Donc c'est très difficile de savoir si elle augmente pas. Et bon, par contre, il y a maintenant depuis une décennie, des articles sortent et vont encore en sortir, ils vont sûrement avoir assez de données pour y arriver. Donc l'intensité de cet épisode depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, oui, elle est en hausse.
ben, ils doublent en fréquence. Et ils vont continuer à augmenter. Donc ça, c'est des événements généralement très destructeurs. Donc ça, au niveau des infrastructures et au niveau même du même des les surfaces touchées augmentent aussi. Et la probabilité de crise centenaire a doublé en raison de l'augmentation des températures. Ils arrivent à l'attribuer aux changements climatiques. Et quand on dit crise centenaire doublée, ça veut dire qu'une crise qu'on pense pouvoir revenir tous les 100 ans, maintenant on reviendra tous les 50 ans. Et ça va encore évoluer, c'est-à-dire qu'on a plus de normal. Même la période de retour, maintenant on se demande comment anticiper, puisqu'on n'est plus dans une période stable. Alors rapidement, je vais vous donner quelques graphiques. Ça, c'est les graphiques, c'est les scénarios qui ont été utilisés par le GIEC. Et là, il y a les 4 scénarios tout bêtement. On part donc avec la petite courbe noire, c'est là où on est aujourd'hui. Et après, c'est les scénarios. Alors si on ne change rien, il y a le scénario on ne change rien, c'est la courbe rouge. C'est-à-dire qu'on continue à utiliser comme on fait toujours, on ne change pas de modèle économique. On continue à mettre autant de modèles de faire. Et bien on arrivera à 30 degrés en 2100. C'est la différence qu'on a entre la période glaciaire et aujourd'hui. Sauf que pour passer la période glaciaire aujourd'hui, on a mis 4 000 ans à notre ère. Là, on va passer 5 degrés en 250 ans. C'est le gros problème du changement climatique aussi, ça va être son intensité, mais c'est sa rapidité. Et c'est pour ça que quand on parle d'urgence climatique, oui, il y a vraiment urgence. Et après, bon, ben voilà, sinon il y a eu la COP21, on a tout entendu parler. Les gouvernements ont fait des promesses en termes de réduction des gaz à effet de serre. Elles n'amènent pas à 2 degrés, elles amènent toujours qu'à 3, 5 et 4 degrés. Et en plus, ils ne les respectent pas. Donc voilà. Et donc il y a une annonce de rester sur les 2 degrés, voire les 1,5. Et les scientifiques, donc ils ont demandé un rapport au GIEC. Le GIEC a dit bah oui, on peut arriver à rester sous 1,5, peut-être. C'est difficile, mais on peut y arriver. Donc ça impose un changement sans précédent dans notre modèle économique, dans nos habitudes, dans nos modèles de société. C'est-à-dire que dans les 10 ans à venir, on pourrait dire avant 2030, bien dans les 10 ans à venir, il faut arriver à réduire nos émissions de à peu près 55%. C'est-à-dire qu'il faut complètement changer nos habitudes. Il faut changer nos modes de transport, nos modèles énergétiques. Il faut changer aussi la façon de s'alimenter. Il faut que, voilà. Mais les transports et l'alimentation, c'est 2 secteurs sur lesquels on peut agir localement. Et les transports, c'est le deuxième point en France, je crois, c'est le deuxième secteur le plus émetteur en France. L'alimentation, elle-même, sur le niveau de la planète, c'est 30% des émissions. Le transport, ça comprend beaucoup de choses, mais l'alimentation en tant que telle, c'est 30%. Donc changer un peu notre modèle alimentaire, ça aussi, ça aura des impacts. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais... Moi, je vais passer toute la liste des conséquences. Alors après, donc j'ai dit, il y a une augmentation progressive des températures qui va avoir des conséquences sur nos ressources en eau, mais et sur nos vies de tous les jours. Et il y a aussi l'augmentation des événements extrêmes. C'est 2 phénomènes. Il y en a, on a l'habitude des événements extrêmes, on sait que ça peut arriver. De savoir, et par contre, le fait que notre climat change progressivement, ça, on a beaucoup plus de mal à l'intégrer, parce qu'on ne le voit pas tous les jours. On dit, tiens, il a fait un peu plus chaud, mais on se rappelle des événements extrêmes, pas de l'augmentation progressive des températures, par exemple. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est comme une grenouille qu'on met dans un verre. Si on la met dans un verre et qu'on chauffe doucement l'eau, et jusqu'à ce qu'elle va cuire sans bouger presque, elle va finir par mourir. Si on la trempe tout de suite dans l'eau chaude, pouf, elle va sortir. Donc là, il y a un effet de réaction, de perception des changements qui ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, donc voilà, après, je vais passer les conséquences, hein, mais on le voit sur l'agriculture, il y a déjà des changements. Il faudra changer aussi nos méthodes de culture, il y a des cultures qu'on ne pourra plus faire, il y a certains cépages qu'on n'aura plus dans la région, par exemple. Et sur les forêts, on voit qu'il y a des épisodes de dépérissement de plus en plus fréquents. Sur la santé, il y a beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas que les canicules qui vont avoir des conséquences sur la santé. Les pollens, par exemple. La période d'émission des pollens, elle est beaucoup plus grande. Et en plus, avec la pollution atmosphérique très forte, on a des voies respiratoires plus irritées, donc il y a un potentiel allergène encore plus important. Je sais pas, il y a plein de choses. Il y a le moustique tigre, par exemple, ou même les tiques et tout ça, sont vraiment sensibles au changement climatique, sensibles positivement. Ça veut dire que, voilà, le moustique tigre, il n'est pas là parce qu'il y a le changement climatique, il est là à cause des transports, mais avec le changement climatique, il trouve un
climat parfait pour son développement. En prenant des solutions, j'ai été très très sommaire, mais voilà, après comment ils vont faire? En fait, souvent, c'est souvent mélangé. Il y a des choses atténuées, on parle d'atténuer les questions mathématiques, en fait, c'est atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on est dans toute la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on peut faire à chaque fois les transports, on peut dire sur notre modèle énergétique, sur l'isolation des bâtiments, sur plein de choses. Et après, quoi qu'on fasse aujourd'hui, même si on arrête aujourd'hui, toutes nos émissions tombent à zéro. Le climat va continuer à se réchauffer à peu près jusqu'en 2050. Parce que les gaz à effet de serre sont dans l'atmosphère, et encore pour un moment, et aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, les océans vont capter énormément de chaleur. Donc on a une très forte énergie. Donc si on arrête tout dès aujourd'hui, on arrivera peut-être à 1,5 degré, et après ça va se stabiliser. Donc il faudra malgré tout, même à 1,5 degré, les conséquences sont déjà énormes. Donc il faudra malgré tout s'adapter, adapter nos territoires, adapter nos... c'est-à-dire, par exemple, si les cours d'école étaient pas d'arbres, voilà, c'est vrai par exemple, des régulations, des enfants scolaires, l'agriculture va changer notre modèle, peut-être une agriculture plus résistante aussi à la sécheresse, avec des modèles agroécologiques aussi. En plus, c'est aussi toutes les choses du carbone. Voilà, ces choses-là. Donc sur la gestion de forêt, il faut avoir des solutions. Sur la gestion et le partage de la ressource en eau, on pense qu'on aura toujours de l'eau, et les problèmes de sécurité alimentaire ou sécurité alimentaire en eau potable. Peut-être qu'on ne fera pas grand-chose, encore il y a peut-être des territoires sous tension, et d'une façon générale, on ne fera pas grand-chose jusqu'en 2050, et si on changeait notre modèle, on aurait des problèmes, on pourra peut-être les surmonter. Si on ne fait rien, on peut vraiment se poser la question de l'accessibilité à l'eau potable et de la sécurité alimentaire en 2060-2070. Mais on commence déjà à avoir des problèmes. Donc voilà. Et puis là, je vois aussi, c'est pas la peine. Là, dans la tête de le G, quand même, en 2014, on a dit que 70% des circuits courts, mais aussi à des crises alimentaires. Alors on voit que ça bouge un peu, les gens s'inquiètent parce que là on parle machine, mais ça peut aller très très vite. C'est vrai qu'on n'a pas un modèle, super résistant. S'il y a une cassure, on sera plus alimenté plein de choses. Donc développer aussi un système agricole de proximité plus résistant au changement climatique, c'est aussi un enjeu. Bon, après, vous allez venir au niveau social, je finirai en disant que tout ce qui est changement climatique, on ne peut pas le prendre de façon indépendante de la question sociale. C'est-à-dire que on ne peut pas dissocier. Les populations et les précaires qui sont touchés en premier. Et si on met des mesures qui coûtent, c'est elles qui vont être aussi touchées en premier. Donc, de toute façon, c'est un modèle de société qu'on va complètement changer. Ou pas. Et on est en train de faire ça. C'est pour le climat, on le voit, vous regardez un peu la télé. Maintenant, ils commencent à parler de catastrophes. Mais ils commencent aussi à montrer de super solutions, comme les canons à neige sur la période antarctique, sur la 902, ils ont des actions dans les deux, et voilà, pour que la banquise antarctique reste, et donc le soir, on va mettre des canons à neige, et commencer par des éoliennes, et voilà. Ça va très loin. Et il y a des scénarios, les quatre, après ils vont monter des nouveaux, et il y a des scénarios où on fait rien, et hop, le carbone chimique. Et c'est là où en fait, ce qu'on appelle les textes en anglais, c'est tout ce qui est bio-ingénierie. C'est-à-dire comment on va capter le carbone. Et donc la séquestration biologique, on va fertiliser les océans pour que ça bouge, pour faire peut-être encore plus. On va faire plein de choses, on va mettre des éléments qui tracent de la neige ailleurs. Et voilà, tout ça, c'est des milliards. Le modèle aujourd'hui pour l'utilité capitaliste, c'est quand même le seul qui va s'en sortir très très bien, et il y a beaucoup d'argent à faire. C'est-à-dire qu'on sauvera peut-être la planète, une partie de la société, mais on aura loupé ce qu'on appelle la transition écologique et solidaire. Donc c'est maintenant un enjeu. Parce que les autres solutions technologiques, il y aura des dommages collatéraux pour les écosystèmes et pour les populations. Donc voilà, je
très très sommaire. Et Normalement, ça devrait marcher de par les merci beaucoup. Je vous remercie pour votre conclusion parce qu'effectivement, le capitalisme vert, mais c'est tel en fait. Et c'est pas la solution, si on veut dire. On va laisser de côté, on va laisser mourir la moitié de la planète, c'est pas une bonne solution. Et donc, du coup, en fait, maintenant, on va vous expliquer pourquoi nous, on est